découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci, camarade secrétaire général. Pour les questions de communication, les journalistes me demandent de m'asseoir. Sinon, j'avais voulu marquer un temps de respect pour tous nos invités maintenant debout, pour que je puisse être plus à l'aise en m'exprimant. Mais je vais tenir compte des exigences de la communication et m'asseoir sous votre respect et votre ovation. Je suis héros de série. Pour les plus intimes, on m'appelle le dé, c'est-à-dire la foot. Est-ce que quand la foot frappe quelque part là, quelqu'un peut rester encore en place? Voilà. Voilà pourquoi on m'appelle le dé. Je voudrais, avant tout propos, saluer avec référence et déférence le ministre Awa Dom Melo, qui avec toute l'humilité a accepté que cette Assemblée générale extraordinaire soit placée sous son haut patronage. Et je voudrais, même s'il n'est pas là, parce qu'on avait voulu faire une conférence, une vidéoconférence avec lui pour qu'il puisse vous apporter un soutien et vous tenir quelques mots, mais pour des contraintes dues à son agenda, cela n'a pas pu être le cas. Mais il me charge de vous dire qu'il est avec vous, qu'il apporte tout son soutien à notre organisation, et je voudrais qu'on puisse faire assez d'ovation pour cet homme de valeur, pour cet homme au grand cœur. Je suis aussi peiné en même temps que je demande à ce qu'on puisse le saluer, parce que voyez-vous, et ça c'est bon aussi pour nos camarades de la presse, que je tenais aussi à saluer. Monsieur Awa Dom Melo traverse un moment difficile, parce que depuis le 20 mai, il a entamé une procédure par rapport à l'obtention de son passeport. Et il avait souhaité vraiment, dans les plus brefs délais, rentrer au pays et participer un tant soit peu au processus de réconciliation et favoriser une paix durable dans son pays. Malheureusement, lors de cette démarche, il y a eu des difficultés. Nous sommes étonnés que depuis le 20 mai, date à laquelle la procédure a commencé, jusqu'à ce que cette procédure se parachève le 17 juin, M. Awa Dom Melo reçoit un appel de la part de Snedai, qui est la société de confection de passeports, pour lui signifier que son passeport a été retiré ici à Abidjan. Pourtant, il est en Guinée, Conakry. Et c'est en Guinée qu'il a entamé la procédure pour l'obtention de son passeport afin de rentrer en Côte d'Ivoire. La question que nous on se pose, c'est de savoir, est-ce que dans ce pays, la procédure d'obtention du passeport se fait de cette façon? Parce que je pense que pour ceux qui ont fait des passeports ici, ils savent comment les choses se passent. Quand tu as ton reçu d'enrôlement et que tu as ton récépissé, il y a même encore dans cette procédure les empreintes digitales qu'il faut prendre avant de pouvoir retirer ton passeport. Comment se fait-il qu'un individu qui soit à l'autre bout du monde et qui entame une procédure là-bas puisse avoir quelqu'un ici à qui n'a pas donné procuration à la limite de pouvoir retirer son passeport, parce que c'est ce que Snedai lui a signifié. Nous pensons que c'est des choses à ne pas faire quand nous estimons que nous sommes dans une démocratie. Nous pensons que c'est des injustices à combattre, parce que nous avons fait le vœu de combattre l'injustice. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une telle injustice soit commise à l'égard d'un homme
qui a fait toutes ses preuves dans ce pays-là, au-delà des obédiences politiques. C'est pour cela que nous voulons marquer notre indignation ici et maintenant. Et dire, c'est vrai, je ne peux pas peut-être l'avoir mieux autorisé à le signifier, parce que je pense bien que le jour qui suit lui-même va le signifier, ou bien une équipe va signifier ça lors d'une conférence de presse. Mais je me suis dit, étant donné que nous avons placé notre organisation, notre Assemblée Générale extraordinaire aujourd'hui, sous le sceau de son patronage, il était important que je puisse signifier cela à la presse, pour que vous puissiez aussi être des vecteurs face à cette injustice qui est en train d'être commise face à l'endroit d'une autorité qui souhaite rentrer dans son pays et participer au dynamisme de réconciliation qui est mis en place. On nous explique qui a retiré ce passeport à Abidjan. On nous donne le nom de la personne. Snedaï ne veut pas donner le nom de la personne qui a pu retirer ce passeport au niveau d'Abidjan. Donc nous pensons que c'est des manœuvres politiques qui n'ont même pas lieu d'être. Et nous demandons aux autorités d'être très regardants sur cela et d'éviter les coups bas. Voilà ce que je voulais signifier en remerciant ce grand monsieur, cet homme de valeur, qui a accepté modestement de placer notre Assemblée Générale extraordinaire sous son haut patronage. Je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour que ce cri de cœur lui posé puisse avoir du poids et que les autorités compétentes puissent se saisir de cette question afin que, très nécessairement, M. Awa Dombello puisse obtenir son passeport afin qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour pouvoir participer à la réconciliation, pour pouvoir participer à l'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire, parce que c'est un homme de valeur, c'est un bosseur, c'est un homme qui a montré qu'au-delà des obédiences politiques, on peut être un acteur aussi de développement. Je voudrais à sa suite saluer une dame de fer, une dame forte, une dame avec une grande marque d'humilité qui a accepté que notre Assemblée Générale soit aussi placée sous son parrainage. Cette dame qui a été candidate dans ma zone, parce que pour vous aussi, pour votre information, moi aussi j'ai été candidat à Vaouan. Candidat aux législatives, j'étais suppléant, et j'étais candidat. Elle a été candidate, mais dans une sous-préfecture de Vaouan, qui est Dania. Et figurez-vous, à quelques degrés moins, je crois qu'il y a un partenaire même de RHP là-bas. Donc je vous demande, chers camarades ici présents, de vous tenir debout et d'ovationner chaleureusement, avec toute la vigueur possible, cette dame forte que j'ai nommée Céline Sarah Somo. Le cri du peuple, la voix du peuple. Le cri du peuple, la voix du peuple. Le cri du peuple, le pouvoir du peuple. Je ne saurais clore mes séries de remerciements après cette vaillante dame qui est à mes côtés et qui a accepté de nous accompagner dans cette lutte que nous sommes en train de mener, qui est hautement difficile parce que vous-même vous savez aujourd'hui quel est le contexte sociopolitique dans lequel on évolue en tant que leader. On est exposé, nos familles sont exposées. Elle-même aussi en tant que femme opératrice économique, dans son domaine, elle est aussi exposée, mais elle prend l'engagement d'accompagner ses jeunes frères, d'accompagner ses enfants que nous sommes dans cette lutte que nous sommes en train de mener. C'est pour cela que je pense que ces gens de femmes, on doit vraiment les encourager et son engagement doit faire école. Son engagement doit faire tache d'huile auprès de cette jeune féminine qui a soif d'engagement, qui espère un lendemain meilleur. Et je pense que c'est ce pourquoi elle est ici présente aujourd'hui. Et je crois que loin des propos assez dynamiques que je tiens à son égard, elle m'exercera de pouvoir parler des actions qu'elle a eu à mener. Et je pense qu'une telle collaboration, un tel apprentissage à ses côtés nous sera bénéfique. Et nous espérons qu'à ses côtés, le cri du peuple sera encore plus fort. Et nous disons, et nous le disons avec conviction, qu'effectivement,
le cri du peuple sera fort à ses côtés. Madame la marraine, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez compter sur le cri du peuple avec vous et vous avec vous. Monsieur Mathieu Ndeta, voilà un ami, un frère. C'est Ndeta, un frère, un ami. Quelqu'un, malgré toutes les vicissitudes, qui a toujours cru en notre combat. Vous le voyez jeune comme ça, mais il est très proche du ministre. Et le ministre fait beaucoup de choses sous ses conseils, bien évidemment. C'est pour cela qu'il est là. Je voudrais aussi que vous puissiez saluer ce monsieur qui nous a fait l'amitié d'être à nos côtés, malgré le vent de marée, qui a décidé de nous accompagner dans le combat que nous sommes en train de vivre. Après cela, saluer monsieur Franck Moreau, représentant de M. Jean-Baptiste Kofi, qui est le vice-président des consommateurs. M. Jean-Baptiste Kofi, je vais être là, parce que Jean-Baptiste Kofi, il est le président de l'UFC, qui est l'Union des fédérations des consommateurs de Côte d'Ivoire, mais il est aussi président de la Confédération des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et nous avions eu à nous rencontrer, échanger. Il avait tenu vraiment à être là. À la dernière minute, il s'est excusé, mais il ne pouvait pas bouger cette cérémonie, donc il a envoyé son représentant. Et je voudrais aussi saluer. Chers camarades, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le partenariat de Cri du Peuple et l'Union des fédérations des consommateurs est scellé. Chers amis de la presse, chers membres du bureau exécutif national du Cri du Peuple, chers camarades de la coordination Abidjan Sud, soyez salués. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cri du Peuple, comme l'a signifié tout à l'heure mon prédécesseur, le porte-parole d'Alex Sambo, quand il faisait leader à la nomenclature du bureau, a signifié que le Cri du Peuple est une organisation civile à caractère politique. Nous sommes l'une des rares organisations à avoir un tel statut juridique. Parce que nous sommes à cheval entre l'aspect civil de la lutte et aussi l'aspect politique. Ce qui fait que nous sommes à l'aise quand nous parlons. Parce que les autorités en place ont tendance par moment à vous mettre les bâtons dans les roues avec des thèmes juridiques à un point fini. Mais nous, si tu nous amènes à gauche, on est là. Si tu nous amènes à droite aussi, on est là. C'est ce statut juridique avec nous qu'on fait ce droit. Nous sommes un mouvement civil à caractère politique qui a vu le jour le 18 août 2016. Cette organisation est née de la volonté de certains jeunes, de certaines femmes, de créer un désir idéologique qui va nous permettre de faire la promotion des valeurs démocratiques. Un désir idéologique qui va nous permettre de nous battre pour l'amélioration significative de nos populations. C'est un mouvement qui se bat aux côtés des couches les plus défavorisées, aux côtés des pauvres, des opprimés, afin de rétrécir davantage le fossé entre les riches et pauvres qui malheureusement s'accroît davantage dans notre pays. C'est une organisation qui se bat depuis 2016 aux côtés des plus faibles, afin de combattre significativement l'injustice sociale qui prévaut. Voilà d'où est née la volonté de mettre en place une telle organisation que j'ai nommée le Cri du Peuple, qui en réalité est une expression d'un ras-le-bol des populations qui sont fatiguées de vivre dans la misère, fatiguées de vivre dans la pauvreté, et fatiguées dans un état de non-droit, fatiguées de vivre dans un état où la démocratie est hypothétique, où la démocratie est bafouée, où les fondements de la démocratie même sont foulés aux pieds. On nous dit que nous sommes dans une démocratie pendant que nous n'adoptons pas des pratiques démocratiques. On nous dit que nous sommes dans une démocratie pendant que nous assistons à des restrictions dans le champ même démocratique. Parce qu'on confère ce droit de démocratie à une couche de la population au détriment d'une autre couche. Comment se fait-il que dans ce pays, d'autres citoyens ont le droit de marcher et d'autres n'ont pas le droit de marcher? C'est quoi cette histoire de deux poids, deux mesures?
nous sommes, si nous estimons que nous sommes dans un État démocratique, c'est qu'il faut admettre que autant Paul a le droit d'entamer une action démocratique, en l'occurrence une marche ou un sitting, c'est que de cette même façon, Pierre aussi a aussi le même droit d'entamer aussi une action démocratique, à savoir une marche, un sitting, etc. Voilà malheureusement, chers camarades, chers amis, chers frères, chers amis journalistes, le constat amer que nous faisons en ce qui concerne le champ démocratique dans lequel nous évoluons. Voilà pourquoi notre Assemblée générale extraordinaire est placée sous le sceau, ou du moins sur le thème qui est le suivant: le cri du peuple face aux défis démocratiques et de la vie sociale, bilan perspective. Parce que pour nous, à ce stade de notre existence, il est important de marquer une pause afin de mieux nous projeter dans le futur. Voilà ce qui justifie cette Assemblée générale et ce thème qui est illustrateur. La démocratie aujourd'hui est bafouée. Et ça, il faut qu'on le dise clairement. Parce que quand on parle aujourd'hui, ça va être un pincement en cœur. Parce que moi-même qui suis en train de vous parler, je viens de dire que même pas aujourd'hui ici, peut-être qu'on va pas m'arrêter. C'est malheureusement le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est déplorable. Si nous estimons que nous sommes dans une démocratie, il faut donner libre cours à la liberté d'expression. Il faut permettre que les populations puissent s'exprimer comme il se doit. Il ne faut pas museler les organisations de la société civile que nous sommes. Il ne faut pas museler la presse que vous êtes. Il faut permettre à tout le monde de s'exprimer comme il se doit, parce que le champ politique est le lieu de la contradiction par excellence. Voilà ce qui nous amène aujourd'hui à cette Assemblée générale. Chers amis, chers camarades, le cri du peuple, depuis 2016, est sur le terrain. C'est pas aux côtés des populations. Mais aujourd'hui, le contexte est que nous devons nous prononcer. Le cri du peuple, c'est donner la possibilité d'observer, de maîtriser les différentes thématiques de la vie politique, ou du moins de la vie sociopolitique de notre pays, afin de pouvoir se prononcer. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Et c'est ça aujourd'hui qui nous amène à nous prononcer sur certains points qui, à mon sens, demeurent substantiels et existentiels pour nos populations. Le 27, conformément au communiqué du gouvernement, le porte-parole a signifié que le président Laurent Gbagbo, depuis son retour d'exil, non pas d'exil, mais depuis son retour de la prison de la CPI, souhaiterait rencontrer le président Alassane Ouattara pour des échanges. Un tel fait, selon nous, ne peut pas passer sous silence, et nous devons de pouvoir nous prononcer, parce que nous sommes une organisation qui est soit citoyenne, mais aussi politique. Et même si on est citoyen, simplement on a le droit d'avoir un droit de regard sur la gestion de la chose publique. Nous saluons cette initiative qui permet à ces deux grands leaders de la vie politique ivoirienne de se rencontrer, de parler de la Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il est question, de parler des problèmes qui minent notre société. Mais nous souhaiterons que cela soit l'aboutissement d'un dialogue national qui puisse inclure toutes les forces vives de la vie politique sociale, de la vie politique ivoirienne, de la vie sociopolitique ivoirienne, que ce soit le lieu de rencontre d'un dialogue national inclusif qui permette à toutes les organisations politiques, mais aussi les organisations de la société civile, de parler des problèmes des Ivoiriens. Que cette rencontre permette une certaine décrispation pour nous éviter ce que nous avons subi pendant longtemps,
que j'ai toujours pour habitude de dénoncer et d'appeler le gouvernement politique. Nous devons sortir de cette forme de chagrin politique que nous a imposé le rythme, ou du moins nos différents grands acteurs de la vie politique ivoirienne. Ça va permettre de décrisper davantage. L'atmosphère est lourde de la vie politique ivoirienne. C'est pour cela que nous saluons cette initiative. Nous la saluons et nous souhaiterons, et je le réitère, que cela s'étende davantage à tout le monde, à toutes les forces politiques, afin que ce dialogue national, tant voulu, puisse être effectif. Sortons de nos égos, allons au-delà, privilégions l'intérêt de la nation, parce que c'est ça qui est le plus important. Chers amis, il nous faut également permettre la libération, à côté de cela, de tous nos prisonniers politiques qui sont jusqu'à présent détenus dans les géants de la MACA depuis la crise post-électorale. C'est bien beau de parler de la réconciliation, mais aujourd'hui, je l'ai signifié un jour lors d'une interview, j'ai dit, en Afrique, il n'y a pas plus grand crime que de voir, ou bien il n'y a pas plus grande souffrance que de voir son parent en prison. Donc si nous voulons entamer une réconciliation totale et effective, il faut tenir compte de ces prisonniers qui sont jusqu'à présent détenus dans les géoles de la MACA. Et favoriser par la même occasion le retour de nos frères ivoiriens, de nos sœurs ivoiriennes qui sont jusqu'à présent en exil. Pour que cette réconciliation soit totale et effective. Chers amis, chers camarades, je ne peux pas prendre mon propos sans pour autant m'accentuer sur ce qui fait l'actualité en ce moment. En l'occurrence, la lutte sociale. Parce qu'avant tout, nous sommes une organisation de lutte sociale. Et nous nous battons pour l'amélioration des conditions de vie substantielles et existentielles de nos populations. Et donc, je ne peux pas être du haut de ce niveau, de ce pupitre, sans pour autant me prononcer sur cette question qui demeure pour moi cruciale. La cherté de la vie aujourd'hui est une réalité. Tellement qu'elle est une réalité qu'elle a même des répercussions sur le train de vie de nos populations. Parce que voyez-vous aujourd'hui, allez-y dans les familles, allez-y dans les quartiers les plus reculés, allez-y voir le bon peuple comment il vit. On peut compter du bout de doigt les familles qui ont droit ne serait-ce que à 2 repas par jour. À la limite, il y a plein de familles aujourd'hui qui vivent sur la base d'une seule ration alimentaire par jour, qu'on appelle communément dans notre jargon la mort subite. Vous connaissez ça ici parmi nous, les gens savent comment ça se passe. On connaît ce qu'on appelle la mort subite. On mange pas le matin jusqu'à ce que le soir, on mange une seule fois, mais on dort. Et c'est malheureusement ce dans quoi nous vivons. Voilà pourquoi aujourd'hui, en entrant, vous avez vu le pain dans ma main. Parce que le pain était symbole nourricier pour un peuple. La Bible même dit que tu mangeras la sueur de ton front, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, en faisant cette entrée ici avec cette baguette de pain, c'est une façon pour nous d'interpeller nos autorités. Quand j'écoute des discours, après un long exposé du ministre du Commerce, qui est un pur déni de la réalité, qui dit que la cherté de la vie n'existe pas encore une fois, pendant ce temps il est en contradiction directe avec le porte-parole du gouvernement qui affirme effectivement que la cherté de la vie est là et que l'État va prendre des dispositions et qu'il y a même 8 mesures qui ont été prises pour endiguer le phénomène. Mais comment quelque chose qui n'existe pas, on peut s'asseoir et trouver
des solutions à ce qui n'existe pas. Est-ce que vous-même là, ce n'est pas insulter votre intelligence, cette population? C'est une injure à l'endroit des populations. Et nous voulons dire au ministre du Commerce d'arrêter d'entreprendre des actions de slogan. Il va même jusqu'à contredire son patron, qui est le Premier ministre. Parce qu'on lui dit que la cherté de la vie n'existe pas et qu'antérieurement à sa conférence de presse, le Premier ministre descend dans les marchés et qu'il est confronté à la réalité et que lui-même, qui a les injustices à ce prix-là, c'est qu'il est en contradiction parfaite avec celui qui a fait de lui ministre du Commerce. Quand le ministre du Commerce affirme que la cherté de la vie n'existe pas en Côte d'Ivoire et que ce sont des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, pendant que le même est en train d'entamer des discussions avec le haut patronage de la boulangerie et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire, où il sait bien évidemment que le coût du blé a augmenté parce que depuis 2018, et ça c'est des sources très introduites, depuis 2018, le prix du sac de 50 kilos qui était pratiquement à 13 500 francs, aujourd'hui où je vous parle, c'est revenu en train d'être à 23 500 francs. Donc l'augmentation que lui nie là, ça c'est pas une réalité. Et aujourd'hui, il sait bien, et le gouvernement le sait, c'est pas mon ami des consommateurs qui dira le contraire. Le prix des intrants, et lui-même le signifiait tout à l'heure, a flambé. Les intrants c'est quoi? C'est ce qu'on va fabriquer le pain. Et le prix de ces intrants a flambé. Ce qui fait que l'autre des boulangers aujourd'hui a tous les problèmes. Parce que, quelque part, eux aussi veulent faire du profit. Mais quand ils sont confrontés à une telle réalité depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, et que le prix de la baguette de pain est à 150 francs, et qu'ils expliquent toutes ces difficultés, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin d'augmenter le pain bientôt. Ça veut dire que la suspicion du plan sur l'augmentation du pain peut être effective dans les jours à venir. Parce que les revendications qu'ils posent pour que le prix soit stable, à la limite, nous on demande qu'ils diminuent les 150. Si cela n'est pas fait, eux, ils vont augmenter le prix du pain. Mais s'ils augmentent le prix du pain, qui va souffrir, c'est nous les populations. Voilà pourquoi je dis, et ça, nous prenons la responsabilité sur nous en tant qu'organisation de la société civile. Si le gouvernement ne trouve pas un consensus avec le haut patronage, des boulangeries et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire, afin de stabiliser ce prix, ou du moins à la limite même de chercher à le réduire, parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés, même au niveau du loyer de leur magasin. On parle de 300 000, aujourd'hui à 500, 600 000 par endroit, par localité. Donc si ces derniers décident d'augmenter le pain, nous allons tenir pour responsable de cette forme de cette action qui va empirer encore la difficulté, qui va empirer encore la vie des populations, le gouvernement. Et si jamais le pain est augmenté, je le dis, et ça c'est un secret que je vais vous donner, les discussions actuellement se passent avec une certaine chaleur. Si le gouvernement admet que le pain augmente, si c'est à 7 heures, à 8 heures, nous allons demander aux populations de prendre les rues. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus avec cette baguette de pain. Et je demande aux populations de dire à moi, on ne touche pas à mon pain. On ne touche pas à mon pain. On ne touche pas à mon pain. Le panier de la ménagère désemplit de jour en jour. Voilà pourquoi, au sortir de cette assemblée générale, le cri du peuple va mener des actions coup de poing. Nous allons visiter et sensibiliser nos mamans des différents marchés. Nous allons sensibiliser nos populations dans les différents quartiers, dans les différentes communes, afin de faire comprendre le bien fondé de la lutte que nous sommes en train de mener et de créer un élan de solidarité autour d'une action commune. C'est notre droit et le camarade vice-président des consommateurs ne me dira pas le contraire, parce qu'il est temps que les populations elles-mêmes s'assument
et que nous sortions du cadre de la lutte virtuelle, nous sortions du cadre de la lutte des salons pour qu'on puisse se décider à prendre les rues pour défendre notre droit, qui est notre droit à l'alimentation, pour que les autorités comprennent que désormais il existe un contre-pouvoir qui pourra plaider efficacement la valorisation de ces droits. Chers amis, chers camarades, chers journalistes, la Côte d'Ivoire va mal. Et c'est triste. Tout ce à quoi nous assistons. Je voudrais vraiment vous interpeller sur cette dure réalité que la population vit. Mais nous sommes aussi fautifs en tant que population. Parce qu'on préfère rester dans nos salons, on préfère rester dans nos maisons. Tu les vois sur Facebook, tu fais une publication de l'ordre d'acheter ta vie, tu vas avoir 1000 j'aime, tu vas avoir 10 000 vues. Et quand tu les appelles à une action, tu ne les vois pas sur le terrain. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à toutes les organisations de la société civile, à tous mes camarades. J'appelle le camarade Samba David, Djoui Nikel des ennemis de Côte d'Ivoire. J'appelle Balé Micheli de ACI. J'appelle tous ces camarades, Yohan Roger de l'opposition ça suffit. J'appelle tous ces camarades de la société civile, M. Jean-Baptiste Kofi. J'appelle tous ceux-là à un cadre de concertation pour que nous puissions nous parler franchement et que nous mettions de côté nos égos pour privilégier l'intérêt suprême de la nation, qui est son droit à la vie, qui est son droit au bien-être. Chers amis, je ne vais pas être long dans mes propos, mais je souhaiterais chuter sur nos solutions au gouvernement afin de réduire considérablement ce phénomène que constitue la cherté de la vie. Et nous pensons que ce phénomène est en partie dû au train de vie du gouvernement. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est pour ça qu'on a fait une déclaration d'interview récemment dans le journal aujourd'hui pour dire que le véritable problème, c'est le train de vie du gouvernement. Parce qu'on nomme des ministres, on crée des postes ministériels, des ministres de district. Mais ces derniers, il faut trouver les moyens pour pouvoir les payer. Et c'est à qui on impute ces charges? C'est aux contribuables ivoiriens. Pour nous, c'est des ministères qui n'ont pas lieu d'être, qui sont inutiles. On crée des institutions qui n'ont même pas de répercussions sur le panier de la ménagère, qui n'ont pas de répercussions sur le coût du logement, qui n'ont pas de répercussions sur les difficultés qu'ont les populations, mais on les crée seulement parce qu'on veut faire du favoritisme, on veut faire un partage de gâteaux en soi. Nous nous décrions cela. Donc nous demandons à l'État de réduire son train de vie, de réduire les charges à son niveau, afin de permettre à la population de souffler davantage. Nous demandons une réduction des charges fiscales. La réduction des charges fiscales qui empêche les populations, qui empêche même les jeunes d'entreprendre. On voit des entreprises, on voit des services, on voit des entreprises qui se créent à 6 heures, qui se ferment à 7 heures. Parce qu'à peine tu crées, les impôts et tout ça t'empêchent de travailler véritablement. Les droits de douane, toute cette fiscalité qui fait grimper le coût de la vie. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous a servi en point de délestage. Quand on nous dit, quand on nous sert avec des jeux de mots, en disant que ce n'est pas un délestage, mais c'est un rationnement. En tout cas, c'est quoi ça, hein? Sortant du cadre des slogans. Et nous demandons au gouvernement d'arrêter de se comporter de la sorte avec les populations. Voilà pourquoi nous demandons une réduction des charges fiscales afin de permettre aux populations de souffler. Mais il faut aussi une politique d'autosuffisance alimentaire qui va faire de l'agriculture une priorité. Parce qu'aujourd'hui, on crée un ministère d'État chargé de l'agriculture, mais on voit combien de fois on assiste à un exode rural de nos populations rurales en ville. Mais si on ne fait pas de l'agriculture une priorité pour créer une sorte d'emploi pour les jeunes afin de s'investir dans le secteur et de pouvoir accroître les vivres afin d'investir la courbe du rapport entre l'offre et la demande, on ne s'en sortira pas.
Voilà pourquoi nous pensons que si on fait de l'agriculture une priorité, en mécanisant, en essayant aussi d'apporter des subventions pour que les jeunes s'adonnent à ce secteur qui est pourvoyeur quand même d'emploi et qui est pourvoyeur de richesse, afin de pouvoir régler ce problème et que l'acheminement des vivres au niveau des marchés de nos localités puisse permettre la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Voilà les propositions que nous faisons au gouvernement. Nous pensons que si ces propositions sont entreprises, si ces propositions sont prises en compte, c'est sûr qu'on luttera significativement contre la cherté de la vie. Chers amis, chers frères, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, lors de cette Assemblée générale. Le cri du peuple vous dit merci. Le cri du peuple après cette Assemblée générale va entamer des tournées de sensibilisation, comme il a dit, qu'on va appeler, qu'on va dénommer mon coup de poing à la cherté de la vie. Je donne mon poing à la cherté de la vie. Et ça, très bientôt, vous verrez le cri du peuple chaque semaine visiter les différents marchés, visiter les différents quartiers afin de sensibiliser les populations. Et je pense que dans ce partenariat, les consommateurs seront à nos côtés pour vulgariser ces actions afin que les populations comprennent bien fonder des choses. Et après cela, nous allons implanter notre structure et redynamiser nos bases déjà existantes afin que le cri du peuple soit suffisamment représenté sur toute la ligne du territoire afin de pouvoir poser clairement et substantiellement les problèmes de nos populations. Sur ce, je tenais à vous dire merci car la bouche qui parle doit avoir posé des oreilles de vous. Merci infiniment. Merci du peuple. Merci du peuple. Merci du peuple. Merci infiniment. Merci, Madame la Présidente. Et aussi, merci pour cette abolition forte, puissante, qui, nous l'espérons, n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.